Le Zoom de ce Smart Impact avec Bettina Reveron, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice de l'impact social chez Doctolib, devenue entreprise à mission en janvier 2023. On va démarrer là-dessus. Pourquoi ce choix ? Alors, effectivement, on fait le choix de devenir entreprise à mission en 2023. Il faut évidemment rappeler qu'on n'a pas attendu 2023 pour avoir une mission d'intérêt général, étant donné qu'on a un acteur de la santé. Pourquoi devenir entreprise à mission ? Alors, pour ceux qui connaissent peut-être mal le statut, la première chose à savoir, c'est que la première chose qu'on fait en devenant entreprise à mission, c'est de se fixer une raison d'être. Alors, comme ça paraît un petit peu abstrait. L'exercice qu'on fait en fixant cette raison d'être, c'est avant tout un exercice d'introspection. Ouais. C'est-à-dire que nous, on l'a fait, on avait 9 ans d'existence. C'était vraiment le temps de faire une pause et se demander qui est Doctolib, quel est notre... à quoi on sert, à quel problème on répond, de le formaliser dans une phrase et de l'inscrire un peu dans le long terme, de l'ancrer dans le long terme. Donc formaliser cette raison d'être... L'inscrire dans ses statuts aussi. L'inscrire dans ses statuts. Et ensuite, deuxième étape, c'est un peu... aligner les paroles et les actes et expliciter cette raison d'être dans une série d'objectifs sociaux qui soient chiffrés, quantifiables et donc opposables. Et dernière chose, et c'est important, c'est vraiment faire vivre cette raison d'être en interne pour mobiliser nos collaborateurs, mais aussi nos partenaires, nos clients. Et donc, si c'est bien fait, c'est quand même une plateforme assez puissante pour faire vivre cette raison. On a souvent, l'émission existe depuis presque 4 ans, reçu des entreprises, le mouvement des entreprises à mission l'a pas mal accompagné. Et il y a eu souvent ce témoignage de cadres ou de chefs d'entreprise qui expliquait ce moment où tout le monde réfléchit ensemble. C'est-à-dire que vous avez interrogé vos collaborateurs, vos salariés, il y a eu ce moment-là ? Parties prenantes, clients. En fait, c'est un peu un exercice de maïeutique collective, où on prend le temps vraiment, encore une fois, de s'interroger sur quelle est la finalité, quel est le but, pourquoi on se réveille tous les matins. Et surtout aussi, c'est une projection dans l'avenir, c'est de se dire quelle est la vision de la santé qu'on a envie de défendre, nous, Doctolib, et à quel horizon et selon quels critères. Et alors, ça suppose quels engagements, si on en cite quelques-uns, pour une entreprise comme la vôtre ? Nous, on a on existe depuis maintenant 11 ans. On a 2 objectifs un peu invariables depuis le début. Le premier, c'est auprès des soignants. C'est vraiment améliorer le quotidien des soignants. Ce qui veut dire 2 choses. C'est, en gros, les aider à mieux faire leur métier, à mieux soigner. Donc, avoir un mode de soin qui est plus à l'écoute du patient, plus préventif, plus continu, plus grande qualité. Avoir une meilleure qualité de vie, moins de charge mentale, moins de charges administratives, moins de stress. Évidemment, on connaît tous les enjeux aujourd'hui liés à l'exercice des fonctions de professionnels de santé. Donc ça, c'est un peu notre première partie prenante clé. Et la deuxième personne la deuxième typologie à qui on s'adresse, c'est les patients. Et là, la mission est assez simple, c'est aider les patients à être en meilleure santé. Oui, mais ça, c'est la mission Doctolib, par définition. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est la finalité absolue. Il n'y a pas besoin de se définir entreprise à mission pour le faire. Non, alors, encore une fois, c'est pour ça que le fait de devenir entreprise à mission, c'est pas ce qu'on a attendu pour se fixer ses objectifs. C'est juste une façon de le formaliser, de le mettre dans les statuts, de le déclarer et encore une fois, de faire un plan d'action autour de ces 2 missions-là. Qu'on suit au fil des ans. Alors, on va détailler un peu ces engagements côté soignant et puis côté patient, mais quelques infos, quelques chiffres clés concernant Doctolib. 15 millions de rendez-vous en ligne pris chaque mois, 2900 salariés. Question toute bête, le modèle économique, c'est quoi ? Ce sont les praticiens qui s'abonnent ? Ça marche comment ? C'est une bonne question parce que, en fait, beaucoup de gens nous connaissent surtout par l'application patient de prise de rendez-vous. En réalité, notre modèle économique, c'est de la vente d'abonnements à des services informatiques, des logiciels, auprès des professionnels de santé, qui les aident à faire 2 choses. Gérer leur agenda, gérer leur relation avec les clients, avec les patients, pardon. Donc, gestion des rendez-vous, gestion de la communication, et ensuite, gérer leur cabinet sur tous les aspects cliniques et administratifs, donc télétransmission, facturation, tout ce qui concerne la gestion quotidienne de leur cabinet. L'effet Covid, je veux bien que vous nous racontiez en quelques mots ou quelques chiffres peut-être ce que ça a représenté pour Doctolib. L'effet Covid, peut-être je peux vous raconter comment ça s'est passé, parce que effectivement ça a été un des moments hyper fondateurs pour l'entreprise. Et peut-être une des fois on a le plus tangiblement, de façon beaucoup plus très matérielle, ressenti ou vécu la raison d'être de cette entreprise. Il y a eu un peu 2 phases. Bon, déjà, il y a eu un peu l'effet de sidération dans lequel tout le monde s'est retrouvé. Et puis, un moment de prise de conscience
on a l'annonce du confinement qui est un choc pour tout le monde et la prise de conscience de l'impact que ça va avoir sur l'accès aux soins pour les Français, parce qu'il y avait non seulement la gestion de l'épidémie qui était pas une mince affaire, mais aussi un peu la gestion des affaires courantes pour toutes les pathologies, les personnes âgées, les personnes éloignées du soin, etc. Donc un peu cette prise de conscience-là. Et ensuite, très rapidement, un peu une mise en action avec 2 priorités. 1, assurer la continuité des soins. Donc, avec un rôle important évidemment de la téléconsultation, parce qu'à l'époque, aujourd'hui c'est tellement ancré dans les usages qu'on ne s'en rend pas compte, mais à l'époque c'était pas encore très répandu. Donc nous, on a dû former, je crois, 200 ou 300 personnes chez nous pour aider les professionnels de santé à utiliser cet outil qu'on a déployé gratuitement. Et je crois que les chiffres, c'était, on est passé en 15 jours à, je ne sais plus, je ne me rappelle plus le début, mais en tout cas, on a fini à 30 000 soignants qui étaient équipés de téléconsultation. Ouais. Et donc de 6 000 à 30 000 téléconsultations par semaine. Donc c'est énorme, en 15 jours. Ouais. Donc première phase, assurer la continuité des soins, et deuxième phase, assurer la vaccination, la campagne de vaccination, donc équiper les médecins, enfin les médecins généralistes, les pharmaciens et les centres de vaccination. Et alors notamment pour la campagne de vaccination, ça a été une démonstration d'efficacité, donc évidemment un coup d'accélérateur aussi pour l'entreprise. Mais alors il y a dû avoir beaucoup d'investissements à ce moment-là, parce que moi j'ai eu la surprise en préparant l'émission de voir que vous n'étiez pas encore rentable. Alors comment ça s'explique ça ? Non, l'objectif c'est de l'être bientôt. Alors c'est le Covid n'a pas grand-chose à voir là-dedans, si ce n'est qu'en réalité, pendant 1 an ou 1 an et demi, donc au plus fort de la crise du Covid, on a tout investi sur la gestion de cette pandémie et donc on a un peu mis en arrêt l'investissement qu'on pouvait faire sur d'autres services. Par exemple, je pense à la prévention sur laquelle on l'accélère aujourd'hui, l'utilisation de l'intelligence artificielle. Tout ça a été mis de côté et donc quelque part a mis en pause les leviers de croissance sur lesquels on aurait pu appuyer sinon. Je voudrais revenir donc sur cette mission et cette raison d'être pour les soignants, renforcer les soignants, leur permettre d'avoir une vie professionnelle plus sereine et épanouissante. Avec ces mots que vous avez employés, charge mentale. Ouais. Qu'est-ce que ça représente pour les médecins et en quoi vous les aidez ? J'ai bien ma petite idée, mais je veux l'entendre avec vos mots à vous. Alors, en gros, c'est vraiment... Donc nous, on travaille vraiment quotidiennement avec les médecins pour comprendre, pendant leur journée, tous les obstacles qu'ils ont à l'exercice de leur fonction pour exercer en tant que médecin, être au plus proche des soignants, vraiment faire du soin comme on l'attend. Donc, tous les produits qu'on développe visent une seule chose. 1, réduire leur stress, donc plus de fluidité dans la gestion quotidienne de leur cabinet. Et 2, mieux soigner. Donc mieux accompagner le patient, mieux lui expliquer, être plus présent pendant la consultation, être plus présent en amont, être plus présent ensuite et pouvoir suivre davantage les parcours de leurs patients pour, in fine, mieux les soigner. Est-ce qu'on peut aller encore plus loin dans la simplification des tâches administratives, par exemple, pour les médecins ? Alors oui, notamment grâce à l'intelligence artificielle que j'évoquais à l'instant. Là, on est justement en train de lancer 2 innovations. La première, c'est un assistant de consultation. Très concrètement, ça veut dire que, j'imagine peut-être vous êtes allé chez le médecin récemment. Ça peut m'arriver. Ça arrive. C'est vrai qu'on partage souvent l'attention du médecin entre le patient et l'ordinateur, parce qu'il est tenté et obligé de se tourner souvent vers cet ordinateur pour prendre des notes, pour regarder le dossier, etc. L'assistant de consultation, le but, c'est vraiment de se concentrer à 100% sur le patient, et la prise de notes est automatique dans le logiciel pour que les comptes rendus soient non seulement plus fournis, plus clairs, et puis surtout qu'ils ne nécessitent pas l'attention du soignant. Donc ça, c'est l'assistant de consultation. Et la deuxième chose qu'on va lancer très prochainement, c'est un assistant téléphonique. Ça, c'est côté patient, pour qu'on puisse prendre rendez-vous sans passer par un ordinateur via une unité téléphonique. Vous devancez ma question, parce que j'allais vous dire, et pour ceux qui n'ont pas accès à Internet, à la fracture numérique qu'on sous-estime encore dans ce pays, donc c'est ce que vous avez imaginé, c'est ça ? Alors il y a ça. Donc les personnes éloignées du numérique, il y en a effectivement beaucoup, avec différents degrés. On travaille beaucoup sur la simplicité d'utilisation de l'outil. L'idée, c'est vraiment qu'un maximum d'utilisateurs puissent s'en servir. Et d'ailleurs, on a, je ne me rappelle plus du chiffre malheureusement, mais énormément d'usagers qui ont plus de 65 ans. La deuxième chose, c'est qu'il y a aussi le rôle des aidants. Je pense que tous, on gère la santé de nos parents. Moi, en l'occurrence, je gère la santé des 2. Et la troisième chose, c'est qu'on travaille évidemment sur l'accessibilité digitale dans son ensemble pour les personnes éloignées du numérique ou ceux qui ont un usage difficile, par exemple, et avec des difficultés
auditive ou visuelle. Je reviens à cette raison d'être, à cette entreprise à mission. Donc pour les patients, c'est aider tout le monde à être en meilleure santé et vivre un parcours de soins le plus paisible. Encore une fois, c'est normal quand on définit, je pense, sa raison d'être. On peut se dire, mais c'est ce que fait Doctolib. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est important de mettre les mots. Et vous nous l'avez dit, avec des objectifs opposables. Là, on rentre dans le concret et dans ce qui peut éventuellement être à la fois une source d'ennui, mais un levier de progression pour les entreprises. C'est ça qui m'intéresse. Quels sont ces objectifs opposables ? Alors, juste pour expliciter un petit peu dans l'ensemble sur la partie patient. Les difficultés que connaissent les patients dans l'accès aux soins, ça peut être résumé par une phrase qu'on entend souvent, c'est en gros la santé c'est trop cher, trop compliqué, trop loin. Ouais. Donc, nous, notre première mission auprès d'eux, c'est de lever un peu ces freins, de leur donner plus, ne serait-ce que de la lisibilité, de la visibilité sur l'offre de soins qu'il y a sur leur territoire, et ensuite de leur permettre de prendre rendez-vous, enfin de trouver le bon soin au bon moment, au bon tarif, et à partir de là, de répondre à toutes leurs questions, que ce soit sur de la prévention, de la coordination de soins, parce qu'on a parfois des pathologies un petit peu complexes qui nécessitent de faire communiquer entre eux certains spécialistes qui nous parlent, ou de répondre à des demandes urgentes. On absorbe énormément de demandes urgentes dans le système de soins. Et puis dans l'ensemble, encore une fois, de la même façon qu'on le fait pour les soignants, réduire le stress dans la gestion de sa santé et nous rendre plus autonomes dans les parcours de soins. Et alors, les objectifs opposables, il y en a un, parce que c'est quoi ? C'est chiffré ? C'est quantifiable et qualifiable en même temps. Par exemple, sur les questions d'inclusion, qui est vraiment une des perspectives, un des sujets sur lesquels on a besoin de faire beaucoup d'efforts, on a monté par exemple un programme avec Emmaüs Connect, qui est une association de lutte contre l'électronisme. Ouais, on les a reçus ici. Ouais. Que vous avez dû recevoir ici. Et donc, on s'est mis un nombre de bénéficiaires de ces programmes d'ici la fin de l'année et de progression dans les années à venir. Merci. C'est pour vous donner un exemple. Ouais, c'est un bon exemple. Merci beaucoup, Bettina Reveron, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Smart Ideas, l'agriculture au programme.